tous. Donc, je suis Arnaud Dumas, je suis rédacteur en chef de Noétique Essentielle, qui est un média sur la transformation de l'économie vers une économie durable. Et aujourd'hui, on va effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, changer la focale, puisqu'on va parler de risques bioclimatiques, donc de risques causés par la perte de biodiversité et par le changement climatique, et voir comment on peut y remédier. L'assurance en est un moyen. On verra si c'est le seul. Le changement climatique, on en parle d'ici la fin du siècle. On dit qu'il faut réduire ne pas limiter le réchauffement à 1,5 degré d'ici 2100, sauf que les effets, on les ressent déjà aujourd'hui, et assez cruellement. Ces derniers mois, on l'a vu en France. On a vu des épisodes de gel tardif puis de canicule précoce, des épisodes de sécheresse en avance et d'orage de grêle qui causent de gros dégâts forcément, qui heurtent l'économie. Forcément, demander aux agriculteurs ce qu'ils en pensent, c'est juste un exemple, qui heurte aussi énormément la nature et donc notre capacité à vivre finalement sur les territoires. Et la France, c'est évidemment pas le pays le plus à plaindre. Les pays émergents ont des catastrophes encore plus graves et moins de moyens à mettre en face. On a un exemple assez facile, assez frappant surtout, c'est celui des États insulaires qui, à chaque COP, tentent de faire remarquer qu'en cas de montée des eaux, avec la montée des eaux, ils risquent de disparaître. Ces pertes économiques qui sont engendrées au niveau mondial sont chiffrées tous les ans par les assureurs et les réassureurs en général. Ce chiffre de pertes économiques franchit allègrement la barre des 200 milliards de dollars par an. C'était avant une exception. Aujourd'hui, c'est presque la norme. Pour 2021, Swiss Re, notre concurrent de Score, a évalué le risque à 270 milliards de dollars. Enfin, évalué les pertes économiques, à 270 milliards de dollars dans le monde. Et moins de la moitié de ces pertes étaient assurées. Donc, c'était un peu plus de 110 milliards, je crois, qui étaient assurés. Pour cette partie assurée, finalement, elle pourrait devenir inassurable à terme parce que ces risques climatiques, qui étaient des risques, deviennent de moins en moins des risques, mais des certitudes. C'est un aléa qui disparaît, donc c'est difficile à assurer quelque chose qui n'est plus un aléa. Ça devient une réalité tangible. Donc, et ça va être justement le sujet de notre table ronde. Comment est-ce qu'on peut s'organiser face à ces événements climatiques qui s'enchaînent, à la perte de la biodiversité, et comment faire en sorte que le monde reste vivable. Avec nous, donc, comme on disait tout à l'heure, on a deux experts. Michel Lacroix, donc vous êtes en gros la directrice de développement durable de la Score, qui est un réassureur français. La réassurance, le réassureur, c'est l'assurance des assureurs. C'est l'assureur des assureurs, c'est-à-dire que c'est le payeur en dernier au sol. C'est important dans le débat qui nous attend parce que à un moment donné, quand la catastrophe naturelle est trop importante, c'est la solvabilité de l'assureur qui est en cause. On n'est plus dans une cause sociale, on est dans est-ce qu'on va faire défaut ou pas. On n'est pas dans un système où à la fin, les pouvoirs publics vont prendre leur part. C'est nous qui sommes véritablement les derniers payés. C'est effectivement ce qu'on va voir. Et avec nous aussi, Yamina Saeb, donc vous êtes senior climate policy analyste spécialisé dans les politiques climatiques. Vous êtes économiste et ingénieur. Vous avez la double casquette. Et vous êtes aussi une rédactrice responsable du dernier rapport du GIEC, qui est paru au mois d'avril, il n'y a pas très longtemps. Le GIEC étant, donc, bien sûr, le groupe d'experts sur le climat mandaté par l'ONU, si je ne me trompe pas. On va commencer tout de suite pour expliquer ce que c'est justement avec vous, ce que c'est que cette notion de risque systémique. Expliquez-nous en quoi le risque climatique de perte de biodiversité est systémique et touche finalement toute l'économie. Et je crois que c'était un des sujets, vous m'aviez dit, des cours que vous aviez donnés cette année à Sciences Po. Oui, bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, juste avant d'aller dans les risques systémiques, en fait, l'objectif du 1,5 de réchauffement climatique de l'ordre de 1,5 d'ici la fin du siècle n'est atteignable que si, dès maintenant, on met en place les politiques nécessaires pour réduire les émissions, ce qui n'est pas le cas. En fait, voilà, donc en fait, pour être à 1,5, parce qu'on se dit la fin du siècle, c'est loin, mais en fait, non. Au rythme auquel on va aujourd'hui, c'est ce que montrent les 3 rapports du GIEC, au rythme auquel on va aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre un petit peu plus de 3 degrés. Et donc, du coup,
Pour être à 1,5, il faudrait dès maintenant, et c'est ce que montre le dernier rapport du GIEC sur lequel j'ai travaillé, c'est le rapport sur l'atténuation ou la réduction des émissions, il faudrait dès maintenant mettre en place les politiques nécessaires, et ce sont des politiques ambitieuses et pas le bricolage que l'on a aujourd'hui, et pas le greenwashing qu'on a aujourd'hui, pour réduire drastiquement les émissions. Alors, réduire drastiquement les émissions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous qui habitons dans les pays riches, qui sont en fait les pays qui ont le plus pollué et qui continuent à être les grands pollueurs, lorsqu'on prend les émissions par habitant, et qu'on prend toutes les émissions, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'accord de Paris et toutes les négociations internationales sur le climat sont basées sur les émissions territoriales. Ce sont les émissions qui se produisent, par exemple, sur le territoire français, et non pas les émissions de consommation. Donc, par exemple, les émissions liées à la production des biens que nous portons, que nous utilisons, ne sont pas comprises. Ces émissions-là, elles font partie, malheureusement, des émissions des pays du Sud ou des pays émergents qui produisent pour nous, en fait… Alors que c'est nous qui les consommons. Voilà, c'est nous qui sommes responsables. Donc ça, c'est certainement une chose à changer dans les négociations internationales, la portée en fait des émissions que l'on regarde. Mais si on regarde juste sur les émissions territoriales, ce que nous avons en France et en Europe, ce qu'il faut comprendre, c'est que les politiques climatiques françaises sont des politiques qui se discutent et on a d'abord des accords au niveau européen. Et après, ça se décline au niveau des États, en fait, au niveau des États membres. Et pour le moment, nous, Européens, on a pour objectif d'être neutre en carbone en 2050. Ce qui veut dire que pour 2030, et c'est ce qu'on est en train de réviser en ce moment à Bruxelles, ce qui veut dire qu'en 2030, il faudrait qu'on réduise nos émissions de 55% par rapport à nos émissions de 1990. Et donc, la façon dont on a mis en place notre objectif est basée sur nos émissions territoriales et pas nos émissions réelles, les émissions de consommation, donc on triche là. Et puis après, l'autre grande tricherie, c'est que on ne prend pas en compte notre contribution aux émissions cumulées, passées, parce que ce qui compte, c'est pas juste les émissions d'aujourd'hui, donc le discours sur on représente 1% des émissions, etc. Ça, c'est un discours qui n'a pas de sens, en fait, parce que ce qui compte en termes de changement climatique, ce sont les émissions cumulées. Et donc, tous les pays occidentaux ont une responsabilité très importante. Donc, les émissions cumulées de la France et de l'Europe, parce que au niveau international, la France toute seule est trop petite, donc il faut se voir en tant qu'Européens. C'est pour ça que nos politiques climatiques elles sont européennes. Et donc, nos émissions, en prenant en compte nos émissions cumulées, normalement, on devrait être neutre en carbone, les émissions cumulées, et puis le budget carbone qui reste pour l'ensemble de la planète. Et en considérant les projections faites pour les populations, pour l'augmentation de la population mondiale d'ici 2050, cela voudrait dire que nous, Européens, si on était juste, en fait, si on était vraiment sérieux quand on parle de justice climatique, on devrait être neutre en carbone autour de 2030, 2033. Il y a deux façons de calculer ça. On va dire autour de 2030. Et alors qu'on est pour 2050. Vous voyez, on est très, très loin, en fait. Alors, pourquoi c'est important? Pourquoi la période, là où on met la date de neutralité carbone est très importante? Quand vous dites que vous allez être neutre en carbone, vous avez pour objectif d'être neutre en carbone en 2050, ça veut dire que vous vous donnez à peu près 30 ans, 28 ans pour faire ça. Et donc, vous allez mettre en place des politiques sur 28 ans. Enfin, vous vous donnez plus de flexibilité. Mais en vérité, c'est une fausse flexibilité. On appelle ça en anglais « lock-in effect ». Donc, en fait, toutes les politiques qu'on est en train de mettre avec un objectif de 2050, un objectif erroné, ce sont des politiques qui vont nous enfermer dans du carbone. Alors, pourquoi c'est important de rappeler tout ça? Parce qu'en nous enfermant dans le carbone, on augmente les risques climatiques. Et c'est là que j'en viens à votre question. C'est-à-dire que plus on retarde, plus on doit en faire, en fait. Voilà, voilà. Plus on retarde, plus on doit en faire, et plus ça coûtera plus cher, et plus l'adaptation sera plus difficile, et peut-être dans certains endroits pas possible. Et donc, du coup, ça, c'est une erreur politique stratégique énorme qui va nous coûter des milliards d'euros et des vies, en fait, des vies humaines. Parce que les catastrophes climatiques, pendant longtemps,
moi, je me souviens, j'ai grandi à Alger, la désertification, c'était un truc pour l'Afrique, hein, c'est le Sahara, c'est pas chez nous. En fait, il y a beaucoup les inondations, les pluies très fortes, etc. Les problèmes liés à la nourriture, l'agriculture que vous avez mentionné, tout ça, ça se produisait ailleurs, ça se produisait pas chez nous. Aujourd'hui, ça se produit chez nous, et ce qui va se passer très probablement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça va s'accélérer et il va y avoir un effet domino. Et c'est cet effet domino-là que les politiques ne captent pas du tout. Donc, le président de la République avait annoncé qu'on allait avoir un super Premier ministre qui allait avoir la casquette climat. De ce que je comprends de la composition, de ce que je comprends de la composition du gouvernement, c'est pas tout à fait ça. Donc du coup, parce qu'en fait, on a besoin de regarder tous les secteurs ensemble et pas juste un secteur. Ce n'est pas en mettant moi, j'ai toujours pensé, mais aujourd'hui, on a des preuves que avoir un ministère à la transition énergétique, par exemple, ne sert pas à grand-chose. Ça sert juste à faire des politiques, un peu de maquillage, quoi. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est ce qu'on continue à faire. On fait du maquillage. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a un décalage entre l'accélération des effets du changement climatique et des effets du changement climatique, en particulier dans les pays riches en Europe, parce que dans les pays en Afrique, il y a des endroits en Afrique où on a déjà dépassé le 1,5. Donc le 1,5, c'est pour l'ensemble de la planète. Hein. Mais il y a déjà des endroits en Afrique qui sont invivables depuis plusieurs années. Et là, en Europe, on ne prend pas la mesure et on n'arrive pas, j'ai l'impression qu'on est un peu schizophrénique ou un peu… on se voile la face, en fait. On a du mal à se dire que ça arrive déjà chez nous, ce qui s'est passé à Liège, ce qui s'est passé en Allemagne, etc. Et les conséquences ne sont pas seulement économiques, ne sont pas seulement climatiques, elles sont humaines. Elles sont aussi humaines et sociales. Voilà, elles sont humaines et sociales. Et je pense que d'un point de vue politique climatique, dans la science des politiques climatiques, ce qu'on retrouve, c'est qu'on a développé des théories pour dire qu'en travaillant sur les politiques climatiques, il y a des co-bénéfices. En vérité, c'est très, très difficile de vendre une politique climatique à n'importe quel citoyen. Et donc, un politique, c'est quoi? C'est un citoyen qui se fait élire, normalement. Normalement, c'est un citoyen lambda. Tout citoyen lambda peut un jour devenir président de la République. Enfin, on l'a vu d'ailleurs chez nous. Et donc, du coup, pas vraiment lambda, mais bon, un peu lambda. Et donc, du coup, si vous n'arrivez pas à… Il n'y aura jamais de prise, je pense, de compréhension et de prise des politiques climatiques des citoyens. Le citoyen, ce qui importe pour lui, c'est de bien vivre sa vie, en fait. D'être dans un logement confortable. La fin de mois aussi, on parle de boucler la fin de mois. Voilà, de boucler les fins de mois, de pouvoir manger à sa faim. Ses enfants vont à l'école, enfin, ils sont instruits, ils ont un travail. Ils partent en vacances, ils ont accès à des loisirs, etc. C'est ça qui compte pour le citoyen. Et donc, le citoyen, allez expliquer aux citoyens qu'il reste 300 gigatonnes de CO2 à émettre par toute la planète si on est à une estimation, à une approximation de 83%. Mais ça, c'est un bazar qu'un citoyen normal ne peut pas comprendre, en fait. Et c'est normal. Parce que c'est un peu comme si vous veniez, moi je n'ai pas fait des études de médecine, c'est comme si qu'à moi on venait m'expliquer tout, si par exemple les tumeurs, les cancers, on m'expliquait tout le bazar technique. On ne m'expliquerait jamais ça en fait. Qu'est-ce qu'on m'expliquerait si jamais j'étais malade? On m'expliquerait que… voilà. Et voilà ce qu'on va mettre en place pour éliminer la maladie que vous avez. Et ça prendra tant de temps. Et c'est comme ça que… Je pense que du point de vue science des politiques du climat, on a aussi fait une erreur de penser, d'inventer ces cadres de travail et de penser que la communication qui se fait entre nous, c'est le même type de communication que l'on doit avoir avec les citoyens ordinaires et avec les hommes politiques. Parce qu'en fait, la question climatique est une question éminemment politique. Même si derrière, bien sûr, il faut beaucoup de science, il y a beaucoup de science derrière, mais elle est éminemment politique. Parce que si vous décidez, par exemple, là, on vient de décider au niveau de l'Union européenne, donc au niveau de la France aussi, on vient de décider qu'à partir de 2035 ou 2036, on mettra fin aux voitures à combustible fossile. Sauf que 2036, c'est trop tard. Et ça, c'est une question politique. Parce qu'on a en vue 2050 toujours et non pas 2030 comme disait. Voilà, et voilà. Et donc, du coup, c'est trop tard. Donc, ce qui va se passer, c'est que les gens vont continuer à acheter des voitures polluantes, on va augmenter la pollution, on va augmenter la pollution et on va augmenter les émissions. En augmentant la pollution, en fait, on augmente les risques santé, donc vous voyez, et on augmente les risques que d'autres
que d'autres risques se déclenchent parce que c'est cet effet domino qui fait craindre le pire aux scientifiques. Et les risques, on parlait de risques sociaux, de risques de manifestations, c'est le moindre cas, mais de guerre aussi que ça peut entraîner. Alors, ce qui va, quand vous perdez votre logement, ce qui s'est passé à Liège et en Allemagne, donc imaginez, ça s'est passé sur des villes pas très grandes, et même à Liège, par exemple, des collègues m'ont expliqué que c'était les gens qui habitaient là où il y a eu la plus grande catastrophe, c'était plutôt les plus pauvres qui habitaient là. Donc, tant que ça touche les plus pauvres, ça n'intéresse pas grand monde. Mais le jour où ça touchera une bonne partie de la classe moyenne, et ben, à ce moment-là, les gens vont être dans la rue. Et il faudra loger les gens, il faudra reloger les gens. Et puis, il y aura des problèmes de coupure d'électricité, de coupure d'énergie. Sans la crise énergétique que nous vivons aujourd'hui, il va y avoir des problèmes de coupure d'électricité liés à ces phénomènes climatiques. Et après, il y a un problème sur la nourriture. Donc, à chaque fois, chaque risque climatique, quand il y a le gel, le dégel, quand on perturbe la nature, on a trop perturbé la nature, ben, on n'a plus les productions dont on a besoin, dont on a besoin. Et du coup, moi, j'imagine qu'un pays comme la France doit avoir un stock, mais ce stock-là, c'est pas pour tenir, en général, les stocks, c'est pour tenir 2-3 mois, à supposer que le stock soit bien fait. Et donc, du coup, si jamais ça dure longtemps, on va voir déjà comment ça va se passer avec la crise énergétique. On va voir comment on va pouvoir passer l'hiver. Donc, on va déjà voir des mouvements sociaux qui sont pas liés directement à la question climatique, mais la crise énergétique due à la guerre, c'est juste, si vous voulez, l'entrée de ce qui nous attend derrière. Et c'est après, aussi l'effet domino dont vous parliez tout à l'heure, en fait. Voilà. Et donc, la crise, par exemple, on voit, il faut bien regarder. Moi, je regarde beaucoup ce qui se passe, les conséquences de la guerre en Ukraine, mais d'un point de vue climat, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un indicateur micro de ce qui pourrait se produire à une échelle plus importante et malheureusement qui pourrait se produire assez rapidement. Il ne faut pas oublier que les printemps arabes, l'origine des printemps arabes, c'était un problème lié au prix du blé. Et donc là, quand il y a un problème de nourriture, tous ces pays-là sont on les a encouragés à devenir des pays dépendants de l'agriculture, des produits agricoles importés. Si on prend l'Afrique du Nord, il fut un temps où l'Afrique du Nord fut le grenier de l'Empire romain. Aujourd'hui, l'Afrique du Nord ne produit pratiquement pas de nourriture. Et donc, du coup, ce qui va se passer, il va y avoir des migrations, ce qui est normal. Enfin, la migration, c'est un phénomène naturel, humain, enfin naturel, parce que les êtres naturels vont à la recherche de la nourriture pour eux-mêmes et pour leur progéniture. Et du coup, il va y avoir, on aura beau construire des murs en Méditerranée, on ne pourra pas les arrêter. Et on ne se prépare pas du tout à tout ça, en fait. On fait l'omission de tout ça. Juste un dernier point peut-être. Pendant longtemps, on a considéré que les politiques, il faut savoir que dans la science du climat, donc les risques sont étudiés dans ce qu'on appelle, c'est le groupe 2, c'est pas là où j'étais moi, c'est le groupe qui travaille sur les risques, l'adaptation et les vulnérabilités. Moi, j'étais dans le groupe sur l'atténuation. Dans le groupe sur l'atténuation, on ne regarde pas les risques. Donc nous, on a des scénarios, mais les risques, on ne les regarde pas du tout. Et on a essayé de collaborer avec l'autre groupe, mais vous savez, on veut tous collaborer, mais en fait, en vérité, la collaboration est toujours très difficile. Chacun reste dans son domaine d'expertise, et surtout que le travail du GIEC, c'est du bénévolat que l'on fait, donc c'est pas si évident que ça de mettre en place de vraies collaborations. Et donc, du coup, le lien n'est pas fait du tout, et ces risques-là, ils ne ressortent pas du tout dans les politiques de réduction des émissions. Et un fait important, alors je ne connais pas l'origine exacte, je n'ai jamais rien trouvé d'écrit là-dessus, les politiques d'adaptation, pendant longtemps, on a considéré en Occident, en Europe, que ça, c'était pour les pays en développement, ce n'était pas pour nous. Et nous, c'était juste des politiques d'atténuation. Et donc, moi, j'ai été formée aux politiques d'atténuation parce qu'en Europe, c'est ça qu'on doit faire. Peut-être que ça vient… La réduction de gaz à effet de serre. Voilà, qui est la réduction des gaz à effet de serre. Donc, du coup, on n'a pas l'habitude, nous, d'étudier les risques, parce que ça, ce n'était pas pour nous, ça. Et là, maintenant, c'est chez nous. Justement, l'assurance, comment elle voit ça? Est-ce que les rassureurs regardent aussi le risque de manière aussi systémique et aussi prospective? Et comment vous y répondez? D'abord, merci pour votre exposé. Ça me rafraîchit le cerveau. J'ai participé il y a quelques années de ça à justement une tentative de mettre sur une même chaîne les experts du climat, les experts de l'assurance et les experts de la finance pour essayer de voir comment on allait pouvoir trouver des solutions. Je partage votre avis, c'est difficile de faire collaborer des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et qui ont des préoccupations différentes.
le monde de l'assurance, c'est véritablement le monde de la connaissance des risques. Donc, on part des scénarios qui sont proposés par les experts du climat et le but de l'assureur, c'est d'arriver à tarifer, imaginer les risques qui pourraient se produire et la façon dont on peut les tarifer au plus juste. Pourquoi je dis au plus juste? Parce qu'en fait, c'est un tout petit peu ce que je disais au début, on ne peut pas, le monde de l'assurance n'est pas un puissant fou. On a un montant de capital qui est ce qu'il est, et avec ça, il va falloir qu'on arrive à optimiser la couverture que l'on va pouvoir produire, que l'on va pouvoir offrir, et le réassureur, il est encore derrière, c'est-à-dire lorsque l'assureur n'a plus assez d'argent, c'est lui qui va prendre le relais pour assurer à la fois les biens et les populations. Pour réussir ce défi, on est obligé de pratiquer ce que les financiers connaissent bien, qu'on appelle la diversification. La diversification, elle part du principe que la probabilité pour que la même année, on ait des ouragans aux États-Unis, des typhons en Asie, des tempêtes en Europe et des inondations en Afrique, elle est très faible. Et on avait calculé chez SCOR il y a quelques années que si l'on prend les six plus grandes catastrophes naturelles, alors pas seulement climatiques, il y avait un tremblement de terre avec tout ça, mais si on prenait les 6 plus grandes catastrophes naturelles du monde, la probabilité pour qu'elles arrivent la même année était d'une fois tous les 17 milliards d'années. Donc, c'est en combinant des risques dans des endroits différents que certaines années, on va collecter des primes en Asie et puis on va payer des sinistres aux États-Unis, je la fais courte, et puis d'autres années, on va collecter des primes en Europe pour payer les sinistres aux États-Unis. À partir du moment où on arrive dans le monde que l'on connaît aujourd'hui, avec une montée des périls à la fois en termes d'intensité, c'est-à-dire que ça tape de plus en plus fort, et en termes de fréquence, ça tape de plus en plus souvent, on finit par s'apercevoir que ce principe de diversification, il est de plus en plus difficilement supportable. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire mécaniquement une augmentation des primes, une augmentation des primes d'assurance. Et c'est ce que vous disiez au début. À partir du moment où la probabilité que la maison que j'occupe en Floride soit victime d'un ouragan chaque année, si je suis dans cette configuration-là, le prix de l'assurance, je peux vous la donner, c'est le prix de la maison. Tous les ans. Tous les ans. Donc, ce n'est pas assurable, en fait. Et c'est exactement ce que l'on dit quand on dit à 4 degrés, enfin, ce que disait Henri de Castres, ancien président d'AXA, lorsqu'il disait « un monde à 4 degrés n'est pas assurable ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'économie, le système économique, l'écosystème de l'assurance ne sera plus acceptable, ne sera plus supportable. Donc, il faut à la fois agir sur des stratégies d'atténuation et sur des stratégies d'adaptation pour faire en sorte que, effectivement, on arrive à déplacer les populations à temps et on arrive effectivement à contenir ce réchauffement climatique pour ne pas atteindre des points de non-retour qui feraient que trop d'espaces ne sont plus assurables. La réassurance, l'assurance et la réassurance ne peuvent pas tout. On se rend compte que les montants que vous décriviez tout à l'heure, les centaines de milliards de dollars d'indemnisation annuelle, à un moment donné, les pouvoirs publics vont devoir prendre leur part du gâteau parce qu'on ne pourra pas simplement, à travers la sphère privée, trouver suffisamment d'argent pour assurer ces indemnités. Ce qu'il faut comprendre également, et peut-être vous n'avez pas assez, vous n'avez pas assez insisté là-dessus, c'est qu'il y a un décalage entre l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère que l'on connaît maintenant et ce qui se passera en termes d'événements climatiques dans 10 ans ou dans 20 ans. C'est-à-dire que le temps qu'il va falloir avant que l'on voit les effets, ce n'est pas instantané. On est encore et toujours dans cette tragédie des horizons qu'a très bien décrit Marc Carnet en disant que les personnes qui prennent aujourd'hui les décisions, notamment qui ont un impact sur le climat, ne sont pas celles qui en subiront les conséquences. Et donc, on se retrouve avec aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat des stratégies climatiques et de l'accumulation de gaz à effet de serre, mais pas de 2020 et de 2021, de tout ce qui s'est passé avant nous. Et donc, même si de façon drastique, même en collapsologue, on dit demain, plus personne ne consomme rien, le boulet du réchauffement climatique, il est derrière nous et il n'est pas encore arrêté. Et ça, il faut vraiment comprendre parce que même si on arrivait à être très vigilant, et on en est très loin,
avant on a une espèce d'inertie de l'augmentation de la sévérité et de l'intensité qu'on va avoir beaucoup de mal à freiner. Donc, une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas très rassurant. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que le métier de l'assureur, depuis toujours, c'est de protéger les personnes. Même quand on protège des biens, indirectement, on va protéger un outil de travail, c'est-à-dire la capacité des personnes à travailler, on va protéger leur maison et on va protéger leurs personnes à travers différentes lignes de métier. Historiquement, un certain nombre de zones géographiques avaient déjà beaucoup de difficultés à s'assurer. Et je pense notamment aux pays les plus pauvres. Et le paradoxe de tout ça, c'est que ce sont eux qui subissent de plein fouet les effets du changement climatique. C'est-à-dire que non seulement ils ne pouvaient pas s'offrir l'assurance quand ça ne valait pas encore très cher, maintenant qu'elle devient hors de prix compte tenu de l'intensité et de la fréquence des événements, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, les assureurs et les réassureurs réfléchissent à des solutions qui permettent de pooler, c'est-à-dire de faire bénéficier les plus pauvres d'initiatives éparses qui commencent à trouver des solutions. Et puis, il y a d'autres agents économiques qui commencent aussi à s'intéresser à la façon de protéger leur chaîne de valeur, notamment des entreprises de l'industrie agroalimentaire qui, elles, sont directement touchées par des catastrophes naturelles qui pourraient avoir un impact sur leurs producteurs. Quand on est dans une chaîne de valeur de café, par exemple, de pouvoir protéger ses propres producteurs de café. Et donc, se mettre en place à l'intérieur des chaînes de valeur un certain nombre d'assurances, parallèles, on va dire, avec le secteur privé qui s'investit un petit peu plus dans la protection que l'on pourrait apporter à différents types d'agriculteurs, essentiellement. Beaucoup de travaux sont faits sur l'agriculture, protéger les agriculteurs, mais aussi découvrir de nouveaux modes de production, une agriculture qu'on appelle régénérative, c'est-à-dire être capable de produire plus avec moins. Et finalement, cette frugalité à laquelle tout le monde aspire commence à trouver des semblants de solutions. Le problème qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas tant dans les initiatives, c'est dans la capacité qu'on a à les déployer à grande échelle. Et là, aujourd'hui, il y a un vrai problème. Ce que je me demande, c'est est-ce que les assureurs peuvent choisir justement de se dire l'agriculture régénérative, ça, on va l'assurer parce que ça a plus d'avenir qu'une agriculture intensive. Je schématise. Est-ce que l'assureur a un levier dessus? Alors, chaque juridiction, chaque pays a organisé son système et son système d'assurance. Donc, dans certains pays, effectivement, nous avons le choix. À ce stade, je pense qu'on est dans un monde de transformation, c'est-à-dire que le but, ce n'est pas de choisir ceux qui font bien, c'est aussi d'accompagner ceux qui ne font pas bien. Et à ce titre, je pense que l'assureur et le réassureur ont véritablement un rôle à jouer dans la sensibilisation. Aujourd'hui, quand on balaye les territoires français et qu'on parle à des agriculteurs français, le changement climatique, ils l'expérimentent de l'intérieur, dans leur quotidien, avant d'y avoir songé. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout dans l'anticipation de ce qui pourrait se passer demain. Il y a une espèce de... C'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a une forme de déni pour certains, mais c'est aussi vrai, et c'est surtout vrai pour les agriculteurs, pour tout un tas de raisons. Et le moment où ils se retrouvent face au sinistre, c'est trop tard. Alors, on peut reconstruire, et on peut reconstruire différemment, et on peut replanter différemment, mais il y a tout un travail d'éducation à faire, et l'assureur direct, ce que nous ne faisons pas, mais l'assureur a un véritable rôle à jouer dans son contact avec les agents économiques individuels, les agriculteurs, mais d'autres secteurs d'activité également. Il a une capacité à expliquer le risque, à proposer des solutions et à encourager par la tarification, malheureusement c'est souvent par là que ça passe, encourager des pratiques qui sont beaucoup plus résilientes et qui permettront potentiellement de trouver des solutions. Alors, Yamina Saeb, je crois que vous vouliez réagir.
Je voulais réagir sur 2 points. Je pense qu'il y a de sérieux problèmes dans l'industrie de l'assurance. Le premier problème, c'est ce que vous avez décrit. Vous avez dit si vous êtes en Floride et qu'il y a un risque d'ouragan, je pense, tous les ans, et donc le prix de votre assurance, ça va être le prix de la maison, ce qui veut dire en gros que vous, assureur, vous ne prenez aucun risque. Donc le risque, c'est pour le citoyen et les profits, c'est pour l'assureur. Ça, c'est là où l'État la puissance publique doit intervenir, en fait. Voilà. Alors, pourquoi on en est arrivé là? Parce que l'assurance, c'est un système privé. Et alors que l'assurance devrait être un truc public et pas du tout privé. Parce que si c'est privé, n'importe quelle entreprise privée a pour objectif de faire du profit. Elle n'a pas pour objectif de répondre à une question d'ordre sociétal. Donc ça, c'est la première chose. Et après, la deuxième chose, vous avez dit qu'il faut assurer ceux qui font bien et ceux qui font moins bien ou qui ne font pas bien. Maintenant, en fait, en assurant ceux qui ne font pas bien, vous continuez à encourager les pratiques qui conduisent à la catastrophe climatique. Donc, vous contribuez quelque part à la catastrophe climatique, indirectement, mais vous contribuez. Et ça ne va pas du tout. Je pense que ce qui est facile, c'est d'imaginer le monde de 2050. Je pense que la transition, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Et la capacité, si on dit non à chaque client qui n'est pas déjà dans le système dans lequel il devrait être, même en 2030, ça nous laisse encore 8 ans, je pense que c'est une erreur de ne pas accompagner. Le rôle de l'assureur, c'est d'être aux côtés de l'économie réelle. Si on n'aide pas les exploitants agricoles qui aujourd'hui n'ont pas réussi leur transformation, si on ne les aide pas à réussir cette transformation-là, on n'aidera pas le système et on ne pourra pas manger. Donc, on a un véritable rôle de conversion. Ça ne veut pas dire qu'on va éternellement rester aux côtés de ces gens-là, mais ça veut dire qu'il faut qu'on leur propose d'autres solutions, que potentiellement on fasse des tarifications différenciées en fonction de leurs pratiques, mais ne pas, c'est un grand débat, hein, mais ne pas assurer une partie extrêmement importante de l'économie sous prétexte qu'elle n'est pas déjà là où elle devrait être. Je ne suis pas sûre que ça va nous économiser un certain nombre de personnes dans la rue et des crises alimentaires et sociales bien plus importantes que celles qu'on connaît aujourd'hui. Et sur des activités comme le pétrole et le gaz, par exemple, qui sont difficiles à transformer, c'est des activités carbo-intensives par nature, est-ce que là, il n'y a pas un rôle de l'assurance justement de sortir? On a vu d'ailleurs certains projets duquel beaucoup d'assureurs occidentaux, enfin européens plutôt, se retiraient. Parce qu'ils étaient dans le secteur de l'oil and gas. Est-ce que ça, c'est aussi un moyen d'éviter les émissions futures? Il y a, si on revient aux énergies fossiles, il y a des énergies qui n'ont clairement pas leur place dans la transition. Le charbon n'a pas sa place dans la transition. Et là, il faut sortir. Le gaz, aujourd'hui, reste malheureusement... Je sais que le GIEC n'est pas d'accord, mais pas le GIEC, c'est la science. La science n'est pas d'accord, mais lorsque je rentre chez moi et que j'appuie sur l'interrupteur, je reste quand même contente qu'on ait un tout petit peu d'électricité. Et si aujourd'hui on ferme tout le gaz, on n'aura pas d'électricité. C'est un drame, on est en train de rouvrir des centrales à charbon parce qu'on ne peut plus utiliser le charbon de la Russie, le gaz de la Russie. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut. Les Gilets jaunes ont montré qu'on ne pouvait pas aller trop vite. On ne va pas assez vite, je suis la première à le dire, mais il faut trouver le juste milieu entre ce que nous impose la science et l'obligation de réalisme. Je ne crois pas que ne plus assurer aucun... je ne parle pas de développement de charbon, de gaz et de pétrole, je parle d'usines existantes, d'usines de production existantes. Je ne crois pas que fermer toutes les usines de gaz et fermer toute la production de pétrole aujourd'hui soit viable. Est-ce que je peux intervenir là-dessus? D'abord, on parle souvent de transition énergétique, etc. Je pense que le mot transition n'est pas le bon mot. Ce qu'il faut, c'est une métamorphose de nos économies. La métamorphose, ça veut dire qu'il faut tout changer. Tout ce qu'on a, on a construit, le développement de l'Occident s'est fait avec la découverte du charbon, avec les premières centrales à charbon, les premières mines de charbon en Grande-Bretagne. Et donc, on a bâti notre empire européen occidental
avec des solutions très intenses, avec carbone, très fortes en carbone. Et tout ça va conduire à une catastrophe planétaire, humaine. La planète va nous survivre. C'est nous qui n'allons pas survivre. C'est nous. La planète, elle va continuer, en fait. Elle va se transformer. Il y aura autre chose. Après, quand on dit, il y a beaucoup de malentendus, donc on parle beaucoup du charbon parce qu'il y a eu beaucoup de campagnes sur le charbon, etc. Et parce qu'à l'époque, on ne considérait pas, dans le gaz, en fait, on comparait les émissions du charbon, par exemple en 2012, on va dire, les émissions du charbon aux émissions du gaz en 2012. Alors d'abord, dans les émissions du gaz, à l'époque, on ne considérait pas les émissions liées au méthane, qui sont très importantes. Bon, le méthane ne dure pas très longtemps, aussi longtemps que le carbone dans l'air, mais c'est quand même, lorsque vous mettez tout ça, ça fait quand même beaucoup, et on ne considérait pas ça. Et sauf qu'à cette époque-là, quand on faisait ces deux centres, on comparait des bananes et des pommes, parce qu'en fait, d'un côté, il y avait beaucoup de centrales à charbon, et de l'autre côté, il y avait très peu de gaz utilisé pour la production d'électricité, par exemple, dans le monde. Et donc, du coup, on en arrive aujourd'hui à une situation où des pays comme l'Allemagne arrêtent le charbon pour le remplacer par le gaz. En fait, c'est la peste et le choléra, quoi. Vous vous débarrassez de la peste. Si vous avez à choisir, on choisit entre la peste et le choléra. Laquelle des deux choisiriez-vous, madame? La peste ou le choléra, si vous deviez choisir? Je pense que vous allez éviter toutes les deux. Ouais. Et donc, du coup, il faudra éviter tout ça. Alors, du coup, quand on vient dire que je suis contente d'avoir de l'électricité quand je rentre chez moi, etc. Oui, c'est très bien, sauf que vous avez de l'électricité parce qu'il y a plusieurs millions de citoyens sur cette planète qui n'ont pas d'électricité. C'est pour ça que vous avez cette électricité-là. Et c'est pour des raisons historiques que nous sommes dans cette situation-là. Et ça, ce n'est plus possible. Ça ne sera plus possible dans le monde de demain. Déjà en 2030, la population européenne, en fait, on a une population vieillissante et du coup, le développement, il ne se fera pas chez nous, il se fera ailleurs. Et donc, ce bouton-là, cet interrupteur sur lequel on appuie aujourd'hui aussi facilement, je ne crois pas que ça sera possible pour nous en 2030 si on ne met pas aujourd'hui les politiques nécessaires pour que d'ici 2030, il faudrait qu'on ait arrêté toutes les installations qui nécessitent des énergies fossiles. On n'a pas d'autre choix, c'est ça qu'il faut comprendre. On n'a pas d'autre choix, et ça, ce n'est pas le GIEC qui le dit, ce n'est pas la science qui le dit, c'est la planète Terre qui nous le dit. La science ne fait que traduire ce que la Terre n'arrête pas de nous dire. Et ça revient aussi à ce que vous disiez, c'est la politique aussi qui doit se saisir de ce projet, enfin de ce sujet, pardon, qu'elle ne fait pas assez. Je ne sais pas si l'assurance seule peut le faire. L'assurance est un acteur très important. Quand vous avez des assureurs qui assurent des centrales à gaz, je suis désolée, demain, quand l'écocide sera reconnu, les assureurs qui auront fait ça, ils feront partie des gens qui devraient être jugés. Vous voyez, quand vous avez des assureurs qui font pas la différence, qui continuent à assurer des pratiques qui produisent des émissions de gaz à effet de serre, vous l'avez dit à un moment donné, vous les assurez, on les accompagne tant que c'est possible. En vérité, vous les accompagnez tant que vous pouvez vous faire du fric en les accompagnant. Demain, quand vous ne pourrez plus vous faire du fric là-dessus, vous allez les laisser tomber, tout comme vous laisserez tomber la maison, l'exemple que vous avez donné en Floride. C'est ça le vrai problème. Et c'est pour ça que l'assurance, on n'en parle pas beaucoup en fait, l'assurance ne peut pas être dans le domaine privé. Ça, c'était une erreur fondamentale. Je n'ai pas regardé dans le détail, mais je ne serais pas étonnée de voir que historiquement, ça n'était pas dans le domaine privé. Et donc, ce n'est pas possible de se faire du fric sur la mort des gens. Ce n'est pas possible, ça. C'est intellectuellement inacceptable. Je ne pense pas que vous puissiez dire que nous faisons du fric sur la mort des gens. Plus les gens meurent et moins... Vous avez trouvé d'autres clients? Vous en faites pas. J'aimerais revenir sur le côté. Je pense que je comprends votre réaction et je comprends aussi la réaction de la salle. Le monde de l'assurance et de la réassurance est un monde extrêmement complexe à expliquer. Je vais vous parler de la société SCOR dans laquelle je travaille. Vous pouvez regarder depuis 5 ans, nous perdons de l'argent en indemnisant les catastrophes naturelles. Et on continue à le faire quand même.
La question qui se pose, c'est de savoir à quel moment les pouvoirs publics vont rentrer dans la danse, mais on est les premiers à le demander. Nous sommes, c'est ce que j'essayais de dire au début, en tout cas les réassureurs, nous sommes les assureurs en dernier ressort. Si nous disparaissons, les assureurs apporteront moins de couverture. Aujourd'hui, nous n'existons que parce que les pouvoirs publics ne jouent pas leur rôle. Et l'indemnisation des catastrophes naturelles, c'est un premier pas vers l'assurance publique, en quelque sorte. Alors, dans certains pays, oui, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises, dans lesquelles les pouvoirs publics essayent de participer. Les moyens sont limités, et encore une fois, ce qui est possible au niveau de la réassurance mondiale et qui sera vraisemblablement plus compliqué au niveau d'un État si les pouvoirs publics prenaient le relais, c'est cette histoire de diversification. Encore une fois, si nous pouvons payer les catastrophes naturelles dans un pays, c'est parce que ça ne se produit pas systématiquement dans tous les pays chaque année. Et qu'on le veuille ou non, à un moment donné, pour pouvoir indemniser, il faut avoir un peu d'argent en réserve. Sinon, on va encaisser des primes et on dira à ceux qu'on a assurés, on n'a pas d'argent pour vous indemniser. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord avec le fait qu'il faut avoir un matelas de sécurité, mais le rôle de l'assureur et le rôle du réassureur, c'est de se constituer un matelas de sécurité. C'est vrai pour le climat, mais c'est aussi vrai pour la santé. Parce qu'il y a des gens qui sont plus souvent malades que d'autres, et il y en a d'autres qui sont moins souvent malades. Ben, c'est triste à dire, mais celui qui n'est jamais malade, il a payé des cotisations et il n'en a pas bénéficié. Et celui qui est tout le temps malade, il est content d'avoir payé à peu près la même police d'assurance et d'avoir une couverture qui est bien supérieure. C'est le principe de l'assurance. C'est la même chose avec l'assurance auto. On ne va pas refaire le monde de la mutualisation, mais voilà, il y a ceux qui payent beaucoup et qui n'ont pas beaucoup de besoins, et il y a ceux qui payent beaucoup et qui ont beaucoup de besoins. Et c'est un problème, enfin, c'est une histoire de mutualisation. Ce que fait le réassureur, il mutualise au niveau international. Les nations, les États ne pourront jamais bénéficier de cette capacité de diversification. Ça risque d'être un poids difficile à tenir dans un budget national. Ce que je vois, c'est une limite quand même au système, et que vous avez évoqué, qui est le fait que si le risque n'est plus un risque, mais une réalité, un quotidien, l'assurance, il n'y a plus d'assurance possible ou nécessaire même, donc qu'elle soit publique. Alors, ça vous heurte, mais c'est le principe de réalité. Et ce n'est pas une histoire de faire du fric ou de ne pas faire du fric. Imaginez que je sois un assureur local dans une ville, mon business model, c'est la ville. Si je sais que chaque année, toutes les maisons de la ville seront détruites, je ne peux pas faire autrement que de demander à chacun de me payer le prix de sa maison. C'est économique. Nous n'avons pas de planche à billets cachée dans les sous-sols de notre entreprise et nous ne pouvons pas créer plus d'argent que le montant des primes totales que nous collectons sur différentes activités. Je peux poser une question pour le prendre autrement. Le groupe SCOR est un groupe énorme au niveau international, avec une capacité de transformation qui est colossale. Vous ne pouvez pas imposer aux assureurs qui sont eux-mêmes des acteurs de transformation à la fois en termes d'assurance, des biens, des entreprises, des personnes, mais aussi en tant que gestionnaire d'actifs. Donc, ils sélectionnent et ils financent une énorme partie de l'économie. Donc, vous, en tant que finalement Dieu des assureurs, c'est comme ça qu'on nomme votre président, M. Kessler, quelle serait votre injonction, quelle serait votre ordonnancement, quelle serait votre feuille de route pour essayer de transformer tout ça? Parce qu'évidemment, vous n'êtes pas un puissant fond, mais comment amorcer cette transformation rapidement pour que ça change? Alors, là où vous avez raison, c'est pas amorcer, c'est rapidement. Ça fait des années que nous travaillons avec nos clients pour justement leur apporter d'abord la connaissance et la compréhension du sujet. Pardon? Comment on transforme? Après la sensibilisation, comment on transforme? Comment on transforme? Mais en leur proposant des tarifications différenciées, en accompagnant des business models résilients, en favorisant la résilience par rapport à des business qui ne sont pas résilients, en leur montrant des solutions.
Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est leur dire vos risques augmentent et nos primes baissent. Et si c'est ce que vous voulez nous faire dire, Non, pas du tout. En tant que réassureur, vous réassurez ou ne réassurez pas les assureurs. Donc, vous pouvez être un levier sur les assureurs. bien sûr. Donc, vous pouvez édicter, normaliser, guider. Vous pouvez dire, moi, je ne fais plus le boulot de la CCR, qui est une espèce de réassurance publique, qui existe en France pour réassurer les catastrophes naturelles. Vous pouvez dire, moi, je ne réassure plus tel ou tel risque, ou alors je privilégie tel assureur qui aurait telle conduite plutôt que telle conduite. C'est exactement ce que nous faisons. Voilà, donc ma question très concrète, et pour être positif, parce que j'ai l'impression que ça est en train de tourner au... Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'influenceur colossal de cette communauté d'assureurs? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cela agisse plus vite, plus fort? Est-ce qu'il y a aussi la question de la gestion d'actifs, peut-être Je pense que nous sommes un acteur marginal de la gestion d'actifs. On gère, on a un portefeuille de 20 milliards, AXA a un portefeuille de 800 milliards, Allianz a un portefeuille de 2500 milliards. Donc, il y a des nains de jardin. Ce n'est pas là-dessus qu'on va pouvoir agir. En revanche, on peut d'abord encourager les acteurs à s'assurer quand ils ne s'assuraient pas, pour assurer une meilleure résilience. Et ça fait partie de notre métier. Et ce n'est pas aller chercher des gens pour avoir plus de business. On se met bien d'accord. Mais c'est véritablement faire en sorte d'étendre ce qu'on appelle clause de protection gap. Permettre à des activités ou des personnes qui aujourd'hui ne sont pas assurées de s'assurer demain. On peut participer. Le rôle de l'assureur, c'est aussi de conseiller sur des solutions à apporter. On peut, comme on le fait dans certains cas, participer à des partenariats publics-privés dans lesquels nous essayons justement, en accompagnant des États, en accompagnant des initiatives de gouvernement, d'augmenter la couverture assurantielle. Vous pouvez décider de ne plus assurer ou réassurer toutes les activités qui émettent des gaz à effet de serre. On peut, on a le droit. Vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent. Est-ce que ce n'est pas une partie de la feuille de route de l'Alliance des assureurs sur le net zéro? Si, et puis, nous sommes des acteurs, encore une fois, il y a une chaîne de valeur. Il y a celui qui fait du pétrole et du gaz, il y a l'assureur du pétrole et du gaz, et il y a le réassureur du pétrole et du gaz. Je ne vais pas vous faire un cours sur la réassurance, ça ne vous intéresserait pas, et ce n'est pas l'objet de ce débat. Les assureurs nous donnent des pools de portefeuille. Lorsque l'on peut trier, on trie. Lorsqu'on ne peut pas trier, on prend ce qu'ils nous donnent. Votre position, ce serait qu'on ne devrait pas prendre. On est aux côtés de l'économie réelle. Si on veut transformer, il faut qu'on soit là. On peut décider qu'on change notre business model et qu'on est auprès exclusivement des énergies vertes et des gens qui vont bien. Ce n'est pas le choix qu'on a fait, parce que nous pensons que nous devons être un acteur de la transformation, nous devons accompagner nos clients. Vous ne pensez pas que nous avons ce moyen-là, nous pensons que nous pouvons le faire. Un certain nombre de nos clients nous écoutent, il y en a qui progressivement modifient leur business model. On ne travaille pas qu'avec Total, BP et Exxon, je vous rassure. On travaille avec un certain nombre d'agents économiques qui sont plus ou moins gros dans un certain nombre de pays. Donc, pour répondre à votre question, il y a la décarbonation des portefeuilles qui effectivement est sur la feuille de route de la Net Zero Insurance Alliance. Donc, c'est baisser globalement les émissions de gaz à effet de serre de nos portefeuilles, c'est-à-dire du portefeuille de nos clients. C'est faire de l'engagement, c'est-à-dire essayer de transformer au maximum les business models de nos clients, et c'est favoriser les énergies vertes autant que l'on peut. Et ce sont c'est la combinaison de ces trois leviers qui aura un impact sur l'économie réelle. Madame, le premier levier, excusez-moi de vous interrompre, le premier levier que vous avez cité, qui est la réduction des émissions dans votre portefeuille des activités liées aux énergies fossiles, ce n'est pas la réduction qu'il faut, c'est l'élimination, madame. C'est trop tard pour la réduction. Ça, c'est ce qu'il fallait faire il y a 20 ans.
Maintenant, il faut éliminer, il faut arrêter de réassurer Et ces est-ce que activités-là. c'est un sujet sur lequel le GIEC travaille justement sur la Non, manière dont les non, non, en portefeuilles fait, doivent être- alors il n'y a pas de littérature scientifique vraiment là-dessus. C'est assez abstrait en fait ce qu'ils font, leur machine là, c'est une machine qui n'est pas très regardée du point de vue de la science. Le GIEC ne fait pas sa propre recherche, le GIEC n'est pas un centre de recherche, le GIEC fait une synthèse de l'état de la science sur cette question-là. Malheureusement, cette question-là n'est pas vraiment abordée dans la science parce qu'il y a manque de transparence du côté des assurances et des réassureurs. Mais si vous comprenez qu'il y a urgence climatique, ça veut dire qu'il faut arrêter. Vous n'aidez pas les gens à se transformer, vous n'aidez pas à transformer les business models en continuant à réassurer des business models qui tuent. En fait, les énergies fossiles tuent. Vous contribuez au crime, madame. Mais pas madame directement. Pas Mais- vous directement. Mais on en vient à... Et les voitures? Et les voitures? Les voitures aussi tuent. Non, ce que je voulais dire, c'est que Et les agriculteurs qui font de la viande aussi, ils tuent. Enfin, il y a des mots qui me paraissent complètement déplacés. Je pense qu'on est d'abord des gens raisonnables. Quand vous dites réduire, ça ne suffit pas. Pour aller à zéro, il faut réduire jusqu'à zéro. Donc, une réduction, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller à zéro. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas éliminer. Mais on ne peut pas passer du 1er juillet au 2 juillet au portefeuille qu'on a et zéro demain. Donc, c'est une réduction qui va aller jusqu'à zéro. Et à un moment donné… Maintenant, en fait, votre réduction, elle devrait être calculée. C'est pour ça qu'au début, j'avais expliqué qu'il faudrait regarder le budget carbone qui reste pour la planète. Oui, combien est-ce est-ce que la planète peut encore absorber? Si je prends le cas de l'Union européenne, donc nous, ce qui nous reste pour continuer à vivre sur Terre, notre part à nous, il nous reste, on peut encore pomper, émettre pendant 8 ans. Ce qui veut dire qu'il faut drastiquement couper dans nos émissions. En fait, vous, quand vous dites réduire et que vous vous mettez dans une logique, je ne sais pas, peut-être la fin du siècle, je ne sais pas, vos objectifs de réduction s'étalent sur combien d'années. Donc, du coup, vous ralentissez le processus au lieu de contribuer à accélérer le processus, alors que vous pourriez devenir un levier d'accélération de la transformation nécessaire. Et pour ça, c'est une question de politique publique plus que d'assurance, en fait. C'est une question de politique publique, oui. Mais c'est aussi, comme on est dans une situation, malheureusement, on a tout privatisé dans nos pays, on a été trop loin dans la privatisation et le libéralisme, et donc du coup, aujourd'hui, ces acteurs-là existent, donc à moins de nationaliser tous ces acteurs-là, et comme ça, la puissance publique aura à nouveau un pouvoir, ce qui, je pense qu'il va y avoir une résistance, ça ne va pas se produire, en tout cas pas en France et en Europe ces jours-ci. Et donc, du coup, ces acteurs-là ont un rôle à jouer s'ils ont envie d'être dans le bon chapitre de l'histoire. C'est un choix que vous faites. Je crois qu'on arrive au terme de notre table ronde, il me semble. Merci, on est allé très très loin. Merci pour ce débat.